Cette vidéo est une présentation de La Pioche boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec et vous êtes en compagnie de Jean-Philippe et aujourd'hui c'est l'actu ludique du 13 février 2022. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous inviter à aller aimer une nouvelle page YouTube. En fait, c'est la page pour la boutique. En fait, c'est là que je mets les petits segments vidéo nouveautés que vous voyez à la fin, mais que je modifie un peu pour l'auditoire ici. Donc, si ça vous intéresse de voir les intégraux de ces vidéos-là, ça va être sur cette chaîne-là, ainsi que des présentations rapides de petits jeux. Je ne sais pas quand ça va arriver pour ça, mais pour l'instant, ce sont à chaque vendredi des vidéos de présentation, des nouveautés que vous allez retrouver sur cette chaîne-là. Donc, je vais mettre un lien, soit ici ou dans la description, ou les deux, pour aller sur cette chaîne-là qui s'appelle La Pioche Vidéo. Donc, tout simplement, je vous invite à aller voir ça si ça vous intéresse, à aller vous abonner à cette nouvelle chaîne-là qui est encore moi dessus. Alors, on débute cet épisode-là avec, comme à l'habitude, le segment de nouvelles narrées. Tout simplement par moi. Donc, on s'en va voir ça sans plus tarder, les nouvelles qui ont retenu mon attention dans les dernières semaines. Les gagnants du Diamant d'Or sont sortis à la fin du mois de janvier et voici les résultats de la dernière position à la première. Il faut rappeler que seulement le fait d'être nommé est déjà un vote de confiance pour chacun des jeux de cette très courte liste. En dernière et huitième position, on retrouve Golem, un jeu de Simone Luciani que j'attends beaucoup. En septième, il s'agit de Messina 1347. En sixième position, on retrouve Origin First Builder, un jeu avec une thématique un peu étrange, mais qui intègre du placement de dés qui m'intéresse toujours. En cinquième place, on retrouve Bitoku, un jeu qui m'a laissé un peu sur mon appétit jusqu'à maintenant, avec un peu trop d'éléments qui viennent surcharger l'expérience de jeu. En quatrième position, nous avons Tabanesi Builder of Europe. Dans le top 3, on retrouve en troisième place un jeu qui m'a agréablement surpris et que je suis très content de voir à cette position, Imperial Steam, un jeu qui ne pardonne pas comme je les aime. En deuxième position, Coffee Traders, qui m'intrigue beaucoup et que je veux essayer un jour. Et finalement, sans surprise avec l'engouement qu'il y a pour ce jeu, on retrouve en première position Ark Nova, que j'ai essayé récemment sur Tabletop Simulator et que j'ai hâte de rejouer depuis ma première partie. Mais surtout hâte de l'avoir en copie physique pour augmenter la fluidité du jeu. Une première extension pour Mido, un jeu qui a été bien apprécié par un large éventail de joueurs, est prévu pour la fin de l'année 2022 et se nommera Downstream. Dans cette extension, les joueurs pourront descendre la rivière en kayak pour explorer la faune aquatique. Ce nouveau module de jeu va permettre d'aller chercher des points additionnels en progressant sur la rivière. Lancez vos travailleurs comme des dés pour produire des étages de bâtiments et par la suite construire une magnifique ville. C'est ce que vous allez faire dans ce tout nouveau jeu de AEG Rolling Height, présentement sur Kickstarter avec une campagne qui se termine le 24 février 2022. J'apprécie bien cette campagne sans éléments additionnels ajoutés au courant de la campagne avec seulement quelques petites exclusivités pour une contribution de 79$ canadiens et plus une vingtaine de dollars pour la livraison. Le projet est prévu pour être livré en février 2023. Pour les amateurs du jeu Horrify, la version American Monster arrive en boutique cette semaine ou la semaine prochaine. Si vous attendez avec impatience la version française de Tainted Grail, sachez que celle-ci sort ce vendredi 18 février. Le très attendu Dice Ram de l'auteur Tom Lehman est prévu de son côté pour le mois d'avril 2022. C'est ce qui termine les nouvelles qui ont retenu mon attention dans les dernières semaines. Alors du côté des jeux que j'ai joués dernièrement, j'ai rejoué 2 parties de Anno 1800 à 3 joueurs et là, je peux confirmer mon intérêt pour ce jeu-là. Le jeu est hyper fluide. On a fait
Première partie peut-être en 1h15, 1h30, deuxième partie en 1 heure, vu que la mise en place est déjà quasiment faite. C'est rare qu'on est capable de jouer 2 parties d'un jeu quand même assez prenant, même s'il n'est pas si lourd que ça, Anno 1800, dans une même soirée de jeu. Vraiment super jeu Anno 1800, j'aime encore là, je le répète, la gestion des ressources est vraiment simple, c'est les travailleurs qu'on envoie dans les différentes usines pour produire les ressources qui sont utiles pour construire d'autres usines ou combler les besoins de nos villageois. C'est le but principal, combler les besoins des villageois. Finir en premier, c'est quand même intéressant. Ça donne un 7 points supplémentaires qui est quand même pas négligeable. Mais des fois, c'est pas toujours évident d'agencer nos choses. On peut jeter des cartes aussi pour finir plus rapidement. Ça met de la pression aux autres joueurs. Faut pas construire trop d'usines non plus. Il faut quand même profiter de ce que les autres joueurs vont faire. C'est quand même une part importante du jeu. Faut y aller focus sur, faut faire nos cartes. C'est pas nécessairement nécessaire de faire des investisseurs, dépendant de ce qu'on veut faire à la fin de la partie, dépendant de qu'est-ce qu'on veut construire, dépendant des objectifs aussi. C'est là que ça va varier pour Anno 1800. Je n'irai pas plus loin dans le détail, vu que j'en ai déjà parlé dans les derniers Actus ludiques. Donc, Anno 1800, sincèrement, avec 2 autres parties après à 3 joueurs. J'ai hâte de voir aussi à 4 joueurs éventuellement. Vraiment, celui-là va rester dans ma collection. C'est certain. Très beau coup de cœur pour Anno 1800 pour moi. Donc, c'est mon expérience avec Anno 1800. J'ai également fait une soirée avec Joe et on a joué à Mido et Iki. Donc, à Mido, vraiment apprécié ce jeu-là, très simple, des petites tuiles pour aller chercher des cartes en fonction du chiffre qu'on va placer. On va aller chercher la carte dans la position indiquée par le chiffre. Donc, faut avoir un petit casse-tête pour aller chercher les cartes qu'on veut. Les cartes qu'on va pouvoir placer devant nous, on va avoir différents symboles, des prérequis, des points de victoire. Il y a une espèce de petite course aux objectifs sur un plateau spécial, une espèce de banc qu'on essaye d'avoir les 2 symboles en même temps pour placer notre petit marqueur de points. Plus on y va vite, plus on va faire de points. On va être capable d'en placer un de plus que l'adversaire. Avec des points qu'on va faire de cette façon-là. Il y a aussi des espèces de chemins aussi qu'on va pouvoir faire d'exploration, qu'on peut mettre aussi des cartes par-dessus pour d'autres points. Fait que c'est une petite accumulation de points, des petites cartes de différents types. On se rend compte aussi que selon les saisons, au début de la partie, c'est au sud, fait que là, il y a certaines cartes avec soit des fruits, différents types d'animaux qui vont être présentes, mais ils ne seront plus là à la deuxième moitié de partie. Quand c'est le nord qui est présent, donc il faut quand même faire attention à ça pour être judicieux dans nos choix. Je me suis fait un peu avoir avec ça. Avec la dernière ronde de jeu, j'avais plus rien pour réussir à faire les cartes qui étaient disponibles. Donc j'étais un petit peu bloqué parce que j'avais pas prévu garder des symboles de fruits ou des trucs comme ça. Donc bien apprécié ma partie de Mido. Pour ce qui est de Iki, j'ai joué également à 2 joueurs avec Joe. J'ai trouvé ça très agréable aussi, très sympathique au niveau des choix qu'on va faire, au niveau des cartes d'espèces de commerçants qu'on va faire, qu'on engage, qu'on peut évoluer. C'est sûr que j'ai trouvé qu'à 2 joueurs, bon, il n'y avait pas nécessairement beaucoup c'est juste l'autre joueur qui peut aller dans notre stand pour faire augmenter nos grades de commerçants. Et donc, ça pouvait être plus difficile de les faire monter. Il faut souvent faire le tour du plateau, sinon pour les faire monter. Donc, il y avait peut-être ça qu'à 2 joueurs, je trouvais peut-être moins intéressant un peu. J'ai l'impression qu'à 3-4 joueurs, ça va être plus agréable, mais c'était le fun de toute façon quand même. J'ai trouvé que les choix étaient quand même intéressants. On a plusieurs choses qu'on peut faire, soit aller chercher des cartes de différentes couleurs pour faire des points, aller chercher des poissons au marché, aller chercher des pipes à tabac. Il y a toutes sortes de petites choses que si on s'éparpille un peu trop, mais ça va être plus difficile.
Et il y a des points de fin de partie aussi, des espèces de bâtiments qu'on peut construire qui peuvent être très intéressants aussi, qu'on n'a pas réussi à faire, donc ça n'a pas été très fructueux comme partie, mais ça a été très agréable. J'ai bien aimé l'expérience. Je comprends sa nomination aussi à l'As d'or. Je trouve que c'est un jeu quand même assez simple, mais avec des bonnes réflexions quand même. J'ai déjà après la première partie, je savais que bon, je m'enlignerais probablement autrement pour une autre partie, vu que c'était la première partie, tu explores un petit peu toutes les avenues, tu essaies de saisir aussi toutes les petites subtilités du jeu, mais simple, fluide, très intéressant. On a aussi l'ordre des cartes des différentes saisons, on les a mélangées, donc par erreur, juste faute d'inattention, puis ça a peut-être un peu influencé notre partie aussi, mais l'expérience était quand même agréable malgré tout. Donc, c'était mon expérience pour Iki. Hier soir, j'ai aussi complété ma première partie de Imperium Classic. Et je peux vous dire déjà en partant que j'ai le goût d'en refaire d'autres. La première partie était quand même assez longue, mais ce que j'ai trouvé, là, ça m'a pris quasiment 3 heures. C'est sûr qu'il faut saisir les cartes, l'essence du jeu, comment fonctionne l'automa aussi. Mais je dirais qu'après une couple de tours, on comprend bien les mécaniques de jeu, mais il y a quand même beaucoup de lecture de cartes, bien évidemment, au début, les cartes neutres qu'on voit passer tout au long de la partie. Donc c'est sûr qu'une prochaine partie va être déjà plus rapide si je reprends encore la même faction. J'ai joué les Romains. C'est sûr que si j'y vais pour une autre civilisation, ben là, ça va être complètement différent. J'ai le goût d'essayer toutes les civilisations un peu, voir les différences, voir les difficultés aussi dans les différentes civilisations. Peut-être éventuellement ajouter légende aussi. Donc je vais voir aussi avec le temps que je vais avoir à mettre à ce jeu-là. Très intrigué par le jeu aussi à plusieurs joueurs. Mais grosso modo, le jeu Imperium Classic, c'est un jeu de deck building, mais avec différentes façons d'aller chercher des cartes neutres, des cartes aussi dans notre pile de nation, notre pile de développement. Donc c'est pas juste un deck building qu'on va chercher des cartes, soit dans un paquet ou soit dans une rivière de cartes ou dans différents petits paquets. C'est vraiment des cartes qui sont liées à notre civilisation, toutes les civilisations sont asymétriques, sont asymétriques, sont différentes, mais ils jouent toutes de la même façon. Ça reste tout le même concept de jeu, de jouer des actions et de faire le plus de points possible. Mais chaque faction va être différente. Donc, deck building assez différent, je trouve, la façon d'aller chercher les cartes, soit les acquérir, ça nous donne des instabilités, soit des unrest, si vous jouez en anglais, ce que je joue aussi, ou soit aller chercher breakthrough qui appelle, donc fouiller dans la pile, ou je sais pas trop comment, comment appeler ça, ou rite de passage, je sais pas, breakthrough. Je ne veux pas la traduction exacte, mais ça permet d'acheter des cartes sans avoir les instabilités qui sont très importantes de ne pas en accumuler trop. Parce que si la pile devient vide, ben, on perd tout simplement la partie qu'on joue en solo. Sinon, en multijoueur, c'est lui qui en a le moins dans son paquet qui va gagner la partie, mais c'est pas la bonne façon de gagner. Ça veut dire que toutes les nations sont comme effondrées, ce qui n'est pas vraiment intéressant dans un jeu de civilisation. J'adore les jeux de civilisation, j'en avais pas dans cette thématique-là, deck building comme ça. Et vraiment, je comprends l'intérêt qu'il y a eu vers ce jeu-là. Et j'ai le goût de m'y remettre. Un petit peu long, j'espère que les autres parties vont être quand même plus fluides, plus rapides. Je pense que oui, là, il y a quand même beaucoup de choses à faire, mais il y a moyen d'épurer son deck aussi. Le but, c'est vraiment de faire rouler son deck le plus possible pour que notre civilisation se développe, tout en accumulant des ressources pour bien construire nos cartes de développement également. Autre point que j'aime bien, c'est les petits marqueurs pour exhaust, épuiser nos cartes au lieu de taper nos cartes, puis là ça devient le bordel parce que là il y a trop de cartes sur la table, puis là là on fait juste mettre un petit X dessus, c'est fait, on les enlève à la fin. Ça, j'adore ça, ça devrait être ça partout, au lieu de taper les cartes que des fois ça devient qu'on manque de place. Donc vraiment, très très content, j'ai hâte de refaire d'autres parties pour bien l'apprécier, essayer d'autres civilisations. Donc Imperium Classic, ça a été une belle. J'ai pas été déçu, donc je dirais pas coup de cœur pour l'instant encore vu que la partie était un peu longue. Donc on revoit avec d'autres parties, mais j'ai le goût d'y retourner, donc c'est habituellement très bon pour Imperium Classic. Finalement, j'ai joué une partie sur Tabletop Simulator de Ark Nova. Donc, je me suis lancé là-dedans. J'avais trop hâte de voir qu'est-ce que ça allait donner.
Et sincèrement, j'ai pas été déçu. Autre jeu quand même assez long, ben pas nécessairement long à prendre en main, mais bon, sur Tabletop Simulator, c'est un petit peu moins fluide. Mais après encore là, quelques tours de jeu, on comprend bien les mécaniques, l'automa facile à gérer, les petits cubes qu'on déplace. C'est un nombre de tours limite qu'on a. Il va aller juste voler quelques éléments de points plus faciles à aller, moins coûteux. C'est pas mal tout ce qui va nous mettre de côté, pas de côté, mais nous nuire dans la partie. Sinon, il est vraiment facile à gérer et c'est vraiment à nous de bien jouer nos cartes. Le système de cartes, 5 actions différentes qu'on peut évoluer au courant de la partie pour avoir des actions plus fortes, très intéressant. Des actions simples, faciles à comprendre. Développement sur le plateau de notre zoo avec les différents enclos, avec des tuiles de plusieurs hexagones. Il faut bien placer ça. Il y a aussi toute la partie de développement, en fait, tous les liens qu'on peut faire avec les différents pays pour avoir que ce soit moins coûteux pour les différents animaux. Avoir aussi tout l'aspect développement. Là, je me souviens plus, je pense que c'est c'était les billets qu'il faut augmenter, puis la piste qui se croise avec, je pense, peut-être le fame du zoo, là, je me souviens plus exactement. Et donc, il faut faire croiser ces pistes-là. C'est pas évident la première partie. C'est ça, j'étais en exploration, j'essayais des choses. Je vais un petit peu éparpillé. Mais malgré tout, ça a été vraiment une belle première expérience que j'ai hâte d'avoir le jeu physique en main. Et malheureusement, je pense qu'il va arriver plus en mars qu'en février. C'est ce que j'ai vu chez mes distributeurs. Donc, on va devoir attendre encore un petit peu plus pour la version anglaise, mais ça s'en vient quand même très bientôt, malgré tout. Donc, j'ai hâte d'avoir ce jeu-là physique. Je vais essayer peut-être de refaire une partie de Tabletop Simulator, mais c'est pas ma tasse de thé non plus. C'est plus long, puis mon ordi, il rush un petit peu aussi quand juste cette plateforme-là. Il aime pas trop ça. Ça demande beaucoup de jus à mon ordinateur, donc j'essaie de pas trop l'utiliser. Mais quoi que c'était assez agréable comme partie. J'ai pas été déçu. Le mode de score, c'est un bat, ben c'est pas nécessairement un bat notre meilleur score, il faut faire les points. C'est sûr qu'après ça, ben, on peut faire soit si on réussit à justement croiser les deux pistes, ben, ça va être un bat votre meilleur score. Il y a des petits challenges qu'on peut faire aussi sur 3 parties avec certaines cartes qu'on va utiliser, donc pour voir vraiment toutes les cartes du paquet. Donc ça, c'est intéressant aussi. Je dis pas que ça va être le jeu que je vais rejouer solo énormément. Je pense qu'à 2 joueurs, 3 joueurs va être très intéressant également. Donc, c'était mon expérience pour Ark Nova. Donc, c'est ce qui complète mes expériences de jeu pour les 2 dernières semaines. On s'en va voir, dans le fond, le segment des nouveautés. Donc, j'ai sélectionné les nouveautés que je trouvais intéressantes pour les abonnés de la chaîne qui fit avec ce que moi je recherche comme jeu. Comme j'ai mentionné au début, si vous voulez voir l'intégralité de ces vidéos-là, c'est comme un rassemblement de 2 vidéos ensemble. Je vous invite à aller sur la chaîne de la pioche vidéo. Vous allez voir vraiment toutes les nouveautés qui ont été reçues avec quelques explications pour chacune. Et donc, on s'en va voir ça sans plus tarder. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu dans la dernière semaine? J'ai ici Dog Lover, un jeu dans le même univers que, pas le même univers, mais le même mécanisme de jeu que Cat Lady, si vous avez joué à ce jeu-là. Donc, c'est pour les amoureux des chiens, publié par AEG. Jeu en anglais ici qu'on a reçu. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, une trentaine de minutes pour des joueurs âgés de 10 ans et plus. Et c'est un jeu, dans le fond, on va avoir une grille de cartes. De toujours 9 cartes et qu'on va aller chercher soit des chiens, de la nourriture, des jouets, des trucs à prendre à notre chien. Et on va tenter, dans le fond, d'accumuler le plus de chiens possible et qu'ils soient bien nourris aussi pour faire le plus de points possible parce que des chiens pas nourris, ça ne donne pas de points. Et aussi, ben, leur apprendre des tours, etc., qui vont donner plus de points également. Donc, c'est un peu le concept de Dog Lover. Il y a un petit peu quand même de texte sur les cartes, c'est pas énorme, c'est sûr si vous êtes moins à l'aise avec l'anglais, peut-être moins y aller vers ça pour l'instant. Vivid Memories en anglais, jeu qui va sortir aussi en français cette année, pas en français, cette année. Jeu de 2 à 4 joueurs, 30 à 60 minutes, pour des joueurs âgés de 13 ans et plus.
C'est un jeu dans lequel on va collecter, mais amasser plutôt, amasser des segments de mémoire de notre enfance qu'on va placer sur notre plateau de jeu qui est comme un cerveau. Donc, on tente de connecter nos différentes mémoires et le concept, c'est de connecter différents symboles ensemble en suivant des chemins pour faire le plus de points possible. On va aussi avoir des objectifs de vie future. Donc, si on réussit à remplir nos objectifs de vie future, donc des assemblages de segments de mémoire, ça va aussi nous donner des points à la fin de la partie. C'est un jeu où on va aller chercher justement les différentes tuiles sur les cartes de jeu, donc pour les placer après ça sur notre plateau. Donc, relativement simple comme concept de jeu. Je trouve la thématique du jeu est vraiment très intéressante. Il n'y a aucun texte aussi sur les cartes. Donc, facile à aller juste chercher les règles en français et donc de jouer sans problème, sans contrainte de langue ici pour Vivid Memories, donc la version anglaise ici. Fief France. Ouais, Fief France, tout simplement. Donc, c'est une réédition. Nouvelle édition du jeu Fief France qui était de 2013, 14, quelque chose. Qui, dans le fond, un jeu de très politique, diplomatique, jeu de un peu conquête de territoire, comme je disais, de la diplomatie. Il faut monter nos rangs dans notre famille, dans le fond, pour si on monte assez de rangs, on va même pouvoir être élu roi ou même pape. On peut faire des alliances aussi en faisant des mariages avec les autres joueurs. Ça va être un jeu pour 3 à 6 personnes, donc minimum 3 bien évidemment. Plus intéressant, plus on est joueur dans ce style de jeu-là. 2 à 3 heures de jeu. Donc assez intense comme style de jeu. Donc on va pouvoir aller chercher des nouvelles cartes de nobles, etc. dans la partie pour augmenter notre famille, aussi augmenter notre agriculture. Donc on peut subir aussi la famine. Donc toutes sortes de choses dans Fief, très politique, très négociation. Donc si vous aimez ce style de jeu-là. Et si jamais vous avez l'ancienne version, on a aussi reçu ici ce qu'on appelle Fief France, l'extension plateau, en fait, qui permet qui est compatible avec l'édition 2015 de Fief. Donc, si vous ne voulez pas racheter tous les composantes, donc c'est vraiment une extension de plateau, tout simplement, pour Fief. Alors, on poursuit avec Jekyll versus Hyde, un jeu pour 2 joueurs uniquement, un jeu de levée d'une vingtaine de minutes, un jeu de pli, dans lequel, dans le fond, si on est du côté de Monsieur Hyde, si on incarne Monsieur Hyde, on va tenter de dominer Dr. Jekyll et, dans le fond, on va tenter de gagner une plus grande différence de pli que Dr. Jekyll pour amener un petit marqueur, dans le fond, au bout de sa piste. C'est la façon qu'on va gagner, tandis que si on est de l'autre côté, on va tenter de minimiser ces impacts-là. Et donc, chacun des joueurs, on va jouer des cartes. Il y a des concepts avec les couleurs de cartes qui vont être plus fortes que d'autres, dépendant quand ils sont joués dans la manche. Il y a des petites cartes spéciales aussi. Donc, un petit jeu de pli relativement simple dans Jekyll versus Hyde. Un autre jeu ici, encore uniquement à 2 joueurs, Rest in Peace, version multilingue ici. Donc, il y a une version française à l'intérieur. 2 joueurs encore, 15 minutes. Et 8 ans et plus, donc un petit peu plus simple. Un jeu dans lequel on va se livrer des combats dans différentes dans différentes demeures. Dans le fond, on va hanter le plus de demeures possible. On est comme des familles qui se combattent depuis la nuit des temps, et même morts, on continue à se combattre, à hanter des demeures ancestrales. Et donc, c'est un jeu dans lequel on va mettre des cartes à différentes demeures et la plus haute valeur va remporter cette demeure-là. Et on va, dans le fond, toujours pouvoir jouer le nombre de cartes qu'on veut, mais on décide quand on arrête. Mais on repige seulement toujours 2 cartes à chaque fois. Donc, il faut faire attention de ne pas trop épuiser nos cartes rapidement pour avoir plus de choix dans les manches à suivre. Donc, un gagnant, c'est s'il remporte de mémoire 3 châteaux ou un certain nombre de manoirs. Je n'ai pas la donnée précise, mais c'est ce concept-là de jeu.
dans Rest in Peace. Donc, petit jeu aussi sympathique de petits combats de cartes à 2 joueurs. On a également reçu Clank Legacy Acquisition Incorporated en français, donc édité par Origame pour la version française. Donc, c'est la version Legacy du très célèbre jeu et très excellent jeu Clank. C'est un jeu dans lequel, donc, un Legacy, qu'est-ce que c'est? Si vous ne connaissez pas ce système-là, c'est un système dans lequel on va avoir une évolution du jeu. Dans celui-là, il est très typique comme Legacy. On va coller des choses sur le plateau, on va coller des choses dans les règles, ajouter des règles, on va déchirer des cartes, on va vraiment évoluer dans le jeu. On va incarner chacun un personnage qu'on va choisir au début de la partie et on va le posséder, bien évidemment, tout au long des différents scénarios de jeu. Et ça reste le concept d'aller explorer un souterrain pour ressortir avec un artefact pour gagner la partie. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va jouer à Clank Legacy. Donc, et là, on explore un très grand royaume, à ce que j'en ai compris. Donc, plus long, plus intéressant, plus de choses à faire, bien évidemment, dans un Legacy. Il faut être certain aussi d'aimer ce système de jeu-là pour embarquer. C'est un jeu de deck building, donc on construit notre paquet de cartes tout au long de la partie pour mieux explorer, etc., mieux survivre dans le jeu. C'est 2 à 4 joueurs, 90 à 120 minutes par partie, donc des parties relativement longues pour des joueurs âgés de 14 ans et plus. Donc, Clank Legacy Acquisition Incorporated. On a aussi reçu, j'irai pas trop dans le détail parce que ce sont des jeux assez lourds, Triomphe et Tragédie European Balance of Power. Donc, 1936 à 1945, on est dans la Deuxième Guerre mondiale et jeu très politique qui va être excellent à 3 joueurs. C'est un jeu, ça dit 2 à 3 joueurs, mais Triomphe et Tragédie va être excellent à 3 joueurs, dans lequel on va incarner soit les 3 rivales sociopolitiques, soit la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'URSS. Donc, on incarne ces trois gouvernements-là politiques. Donc, et on va se livrer une chaude lutte dans Triomphe et Tragédie. Et c'est un jeu qui va durer 4 à 6 heures de jeu. Donc, si vous êtes prêts, c'est GMT Game. C'est des jeux que j'aime beaucoup, mais qu'on ne peut pas sortir souvent parce que c'est quand même assez long à mettre, à apprendre et aussi à jouer. Mais je sais qu'il y a des amateurs de ces jeux-là, donc c'est de retour. Onitama, que je vous ai parlé d'ailleurs il n'y a pas longtemps avec l'extension, mais ici c'est la version française de Onitama qui vient tout juste d'arriver. Donc Onitama, c'est un jeu dans lequel une espèce de jeu, on va dire concept échec, dans le sens on a un duel face à face sur une grille, un jeu de type abstrait, mais sinon ça s'arrête pas mal là au niveau des comparaisons parce que le but est d'amener notre sensei sur le trône adverse, vice-versa, pour l'adversaire, et on va avoir dans le fond des cartes qui vont nous dire comment on va se déplacer. Et dans une partie, il va toujours avoir 5 cartes en roulement, puis il y a 16 cartes dans la boîte. Donc, les déplacements vont tout le temps être différents. Puis la façon qu'on va jouer aussi les cartes de déplacement, c'est qu'on va les envoyer aux autres joueurs quand on va jouer nos cartes. Donc, ça permet de aussi planifier d'une meilleure façon qu'est-ce qu'on va envoyer à l'adversaire également. Vraiment un bon petit jeu abstrait pour 2 joueurs seulement, là, une quinzaine de minutes, 14 ans et plus. Ça vaut vraiment la peine, ce petit Onitama. Alors, on poursuit avec cette grosse boîte. Cette grosse boîte de Legendary Edition pour Maximum Apocalypse. Donc, Maximum Apocalypse, c'est un jeu de 1 à 6 joueurs, 45 à 90 minutes pour des joueurs âgés de 13 ans et plus. C'est un jeu
coopératif, de survie. On va tenter de faire des missions. On va explorer le territoire. Dans le fond, c'est des cartes qu'on va se promener à l'intérieur, puis on va révéler des nouvelles cartes plus on va avancer. Dans le jeu, on peut aller ramasser des objets dans les cartes. On peut aller battre des monstres, etc. Donc, il y a plein de choses. C'est un jeu vraiment de survie. Il faut faire certaines missions. Tout simplement, on va jouer une mission qu'on va déterminer au début de la partie. Puis, ça va être le but, bien sûr, de la réussir. Si tous nos personnages n'ont plus de vie, sont morts, ça termine la partie également. Donc, dans la boîte Legendary Edition, on va avoir le jeu de base, plus les extensions qui existent, qui sont déjà sorties, c'est-à-dire Gothic Horror, Keiju Rising et Jurassic Peril, ainsi que des miniatures. Donc, toutes sortes de miniatures qui ne sont pas dans le jeu normalement. Et puis, donc, c'est une version anglaise aussi. Je tiens à le mentionner. Donc, Maximum Apocalypse Legendary Edition, c'est arrivé aussi. Sinon aussi, on a le retour en stock. Beyond the Sun. Donc, Beyond the Sun, c'est un jeu édité par Rio Grande de 2 à 4 joueurs. Il existe des variantes solo non officielles également. Pour des joueurs âgés de 14 ans et plus, on parle d'une centaine de minutes par partie. C'est un jeu assez lourd de développement, principalement de développement d'arbres technologiques. Donc, on va développer notre civilisation, notre corporation pour être la meilleure corporation, pour sauver l'humanité, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est un gros jeu de développement, de gestion, beaucoup de... Toutes les petites dés qu'on voit, c'est toutes c'est pas des dés qu'on va lancer, c'est vraiment des ressources qu'on peut utiliser de différentes façons, des cubes, en fait des cubes qu'on peut utiliser de différentes façons. On va avoir du développement sur notre plateau personnel, le développement technologique principal. On va faire de l'exploration aussi des planètes. Donc, toutes sortes de choses qu'on va avoir dans Beyond the Sun. Vraiment un gros jeu de gestion, de développement, de technologie pour chacun des joueurs. C'est un jeu compétitif. Ici, c'est la version anglaise. La version française devrait arriver cette année, peut-être plus vers la fin de l'année. On ne sait pas encore pour l'instant, mais ça va se faire aussi. On a aussi reçu Radland. Radland a été très populaire. Le Kickstarter, dans le fond, c'est un Kickstarter que les gens ont reçu. Et là, on a la version Retail. Petit jeu pour 2 joueurs, 20 à 40 minutes. Jeu de confrontation. On est dans un monde encore là, un peu style, j'allais dire steampunk, apocalyptique, dans ces eaux-là. Encore post-apocalyptique, tout comme Maximum Apocalypse. Donc, on est dans cette thématique-là cette semaine. Jeu édité par Roxley. Et puis, c'est un jeu dans lequel, dans le fond, on va avoir 3 bases qu'on va choisir au départ. Et le but, c'est d'aller, avec les différentes cartes qu'on va avoir, aller détruire les 3 bases de l'adversaire. L'eau est vraiment la ressource principale du jeu, qui est vraiment très rare. Donc, c'est un peu comme ça que ça va fonctionner. Différentes cartes. Les cartes, on va avoir différentes possibilités de les jouer, multi-actions pour les cartes. Donc, petit jeu comme ça ici, encore là, de duel pour Radland en version anglaise. Donc, c'est ce qui conclut cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite, bien sûr, à aller visiter le site web de La Pioche, boutiquelapioche.com pour faire vos achats de jeux. Et sur ça, on se revoit très bientôt aussi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sonnez la petite cloche pour être avisé. Et sur ça, on se revoit encore une fois très bientôt. Bye bye.